toutes et à tous, et c'est parti pour une heure de rugby avant le Classico pour conclure la 21e journée du top 14 entre le Stade Français et le Stade Toulousain. On va vivre une heure d'émission autour des grands paris à 5 journées désormais de la fin de ce championnat. Qui finira demi-finaliste, qui ira en barrage, qui sera relégué directement en Pro D2. On en discutera avec vous, chers auditeurs, au 0826 300 300 et avec Quentin Cabanis. Bonsoir Quentin. Bonsoir Clément, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous en ce dimanche soir. Avec vous? Bah oui, avec vous. J'ai droit au vouvoiement? Non mais avec vous, avec tout le monde. Avec toi, tout le monde. avec toi, avec Quentin, avec les auditeurs, voilà, avec vous. Tu sais, une grande famille, c'est la famille du rugby, donc je vous vois, parce qu'il y a tout le monde. Exactement, la famille du rugby présente sur Sud Radio avec Quentin Freudon. Salut Quentin. Bonsoir Clément, bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Week-end mitigé pour les Bordelais? Victoire en rugby, défaite en foot? On a gagné en rugby, on va dire que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Le foot on oublie ce week-end. Ah mais la montée c'est fini là, avec Saint-Brieuc, 4 ça fait un petit moment que c'est fini. Compliqué en National 2, exactement, mais place au rugby désormais avec, avant de se plonger dans cette émission, beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end. Pro D2, top 14, même le 6 Nations féminin, Quentin. Exactement, avec la 21e journée de top 14 qui a débuté hier par le succès de l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse de la section paloise 26-22. Le Castres Olympique s'est imposé face à Vannes 32-13. Succès du Loup Rugby face au MHR 32-23. La Rochelle a enfin gagné, ce n'était plus arrivé depuis le 4 janvier. Les Rochelais se sont imposés face à Bayonne d'un petit point 29-28. L'USAP a battu le Racing 92 et relance la course pour le maintien. Score final 28-24. Et le RCT hier soir a battu l'ASM Clermont-Auvergne sur le score de 31-24. Avant le match de ce soir au classement, Toulouse est leader devant l'UBB, Toulon 3e. Ensuite on va retrouver dans l'ordre Bayonne, Castres, Lyon, Clermont, La Rochelle, Montpellier, Pau, le Racing 92, le Stade Français, l'USAP et Vannes. En ce qui concerne la Pro D2, c'était la 27e journée déjà ce week-end et ça avait démarré avec un magnifique succès de Colomiers face à Agen 59-10. Dans les autres matchs, ceux du vendredi que vous avez vécu sur Sud Radio, Nevers a battu Biarritz 35-15. Succès de Béziers face à Mont-de-Marsan 37-12. Grenoble a battu Nice 47-17. Oyonnax Valence-Roman 43-17. Montauban a signé le seul succès à l'extérieur de cette journée en s'imposant à Soyons-Angoulême 19-18. Dax a battu Aurillac 26-21. Et enfin, Brive s'était imposé face à Aix-en-Provence 24-17. Dans le rugby féminin, il y avait 3 matchs dans le tournoi Destination ce week-end comme d'habitude. Et les Françaises se sont imposées dans la douleur en Irlande 34-21. L'Angleterre a étrillé l'Écosse 59-7, alors qu'aujourd'hui l'Irlande s'est imposée face au Pays de Galles sur un score assez large, 40-14. Dans le reste de l'actualité, on vous l'a dit en avant-première sur Sud Radio, Melvin Jaminet va être dédommagé par le Stade Toulousain. Un arrangement a discrètement été trouvé et accepté par l'arrière international et le Stade Toulousain. On parle d'un remboursement à hauteur de 90%. Et puis enfin, à l'image de Jordi Barrett, un autre All Black active sa clause pour jouer une saison en Europe. C'est Rico Ioane, 81 sélections avec les Blacks, qui va débarquer la saison prochaine au Leinster. Il sera disponible pour la province irlandaise à partir de décembre 2025. Et puisqu'on parle de province irlandaise, il y a un homme qui a fait sa carrière dans ces provinces, un certain Johnny Sexton. Et il va rejoindre le staff d'Andy Farrell en tant qu'entraîneur adjoint pour la tournée des Lions britanniques et irlandais. Il prendra ensuite un poste au sein de la fédération irlandaise. Et dire que certains attendent des excuses potentielles de Rieko Ioane, qui s'était embrouillé avec Jonathan Sexton, légende du Leinster. Des excuses attendues de la part du Néo-Zélandais envers l'ancien demi d'ouverture du 15 du Trèfle et du Leinster. On en pense ce qu'on veut, mais on retrouvera d'ici quelques instants Rémi Dos Santos en direct du stade Jean-Bouin qui commentera pour nous le stade français, l'affiche du stade français face au stade toulousain en clôture de la 21e journée. Une affiche qui peut avoir une énorme importance pour le classement d'ici la fin de la saison. Énorme. Et tu sais quoi ? D'ici la fin de la saison, on va en parler justement dans quelques instants, puisque nous avons le premier auditeur qui est avec nous, Fabrice qui est là, Fabrice d'Oloron-Sainte-Marie. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Impeccable. Un long week-end, tout va bien. Tout va bien. On a surtout vécu, pour toi qui viens d'Oloron-Sainte-Marie, supporter de Toulouse, on attend évidemment ce classico entre le Stade Français et le Stade Toulousain, mais une équipe de Pau qui a perdu un match qu'elle avait potentiellement en main face à l'UBB en ouverture de cette 21e journée. Ouais, oui, c'est vrai, mais
peut-être un peu trop joueuse, mais est-ce qu'on va se plaindre? Peut-être pas, quoi. Hein. Bon, mais c'est vrai on pouvait avoir la victoire, mais il y a simplement un simple petit joueur du côté de l'UBB qui s'appelle Louis Bielbarré. Voilà. Il a laissé encore LBB là. Fouf. Il a encore une fois fait la différence. Aucun match. Il a marqué à tous les matchs depuis le début de l'année 2025. Je crois qu'il a plus d'essais que de matchs joués. Donc on a cherché aujourd'hui avec Quentin Fredon s'il y avait eu des séries équivalentes. On est allé chercher dans les saisons 2008-2009 de Napoleoni Nalaga, dans les saisons de Vincent Clerc, de Chris Ashton en 2018 et 2019 avec Toulon. En fait, il y avait beaucoup de doublés, de triplés, voire de quadruplés. Mais il n'y avait jamais eu une série aussi longue. De ce qu'on a trouvé pour l'instant, il faudrait peut-être remonter bien en arrière pour trouver pareille série, mais Louis Bielbarré tout simplement magistral en ce moment, que ce soit avec l'Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain. Sur tous les matchs, il n'y a que 5 matchs où il n'a pas marqué d'essai. Ah oui, non, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que sur l'année 2025, il marque tout le temps, mais depuis le début de saison, il est quasiment à 30 essais déjà, club et sélection confondus. 28. Voilà. 28. Quasiment 30. C'est monumental. 28 en 24 matchs. 28 en 24 matchs, c'est monumental. Ça fait peur. Avant de se plonger sur les grands enseignements de cette 21e journée de Top 14, le premier débat peut-être le plus intéressant, le plus palpitant, celui des grands paris. C'est aussi pour ça qu'on a voulu avoir un auditeur avec nous. C'est parce que la 21e journée va se terminer. Il en restera 5 à partir de la semaine prochaine, entrecoupés par des plages de Champions Cup, les demi-finales qui concernent notamment Toulouse et l'UBB, la Challenge Cup avec une demi-finale qui concerne Lyon et le Racing 92. Ça, c'est le week-end du 3-4 mai. Il y aura une plage de Champions Cup avec une finale, au moins un club français dans chaque finale, le week-end du 24 et 25 mai. Mais à chaque fois, autour de ça, du top 14, 5 journées. Quentin, on a besoin d'avoir un point précis sur le classement avec les points et tout le monde, puisqu'on va déterminer plusieurs thématiques. Qui sera directement relégué en partant du bas vers le haut, qui sera relégué, qui sera barragiste, 13e place et affrontera le finaliste perdant de Pro D2, et ensuite la course palpitante au top 6, la course aux demi-finales directes qui est aussi extrêmement serrée. Quentin, les positions et les points au classement, en précisant que Toulouse et le Stade français ont un match en moins. Justement, le leader, quoi qu'il arrive ce soir, ce sera le Stade Toulousain, malgré le fait qu'ils aient un match de retard. Ils ont pour le moment un point d'avance sur l'UBB. Toulouse leader avec 70 points. Ensuite, Bordeaux deuxième avec 69 points, Toulon troisième avec 67 points, Bayonne est actuellement quatrième avec 54 points, un petit point d'avance sur le 5e, le Castres Olympique. Ensuite, on va retrouver à 5 points de Castres le Loup Rugby qui est 6e, et puis ensuite 4 points d'écart entre le 6e et le 7e. Le 7e, c'est Clermont avec 44 points, égalité avec La Rochelle. Montpellier est actuellement 9e avec 43 points. Ensuite, dans l'ordre, Pau 10e avec 43 points également, le Racing 11e avec 40 points, 4 points d'avance sur le Stade français et l'USAP respectivement 12e et 13e, et Vannes est dernier avec 30 points, 10 points de retard sur la 11e place. Du stress et de la tension à tous les étages de ce top 14, comme chaque saison que vous avez le plaisir de vivre sur Sud Radio. Mais on va démarrer par la fin du classement et cette course à la survie, à la descente direct en Pro D2 ou à la place de 13e. 4 équipes peut-être à noter dans cette catégorie. Le Racing 92, 11e, 40 points. Le Stade français Paris à égalité de points avec Perpignan, 12e et 13e, et Vannes dernier avec 30 points. Alors ma première question, Fabrice, elle est pour toi. 5 journées de la fin, qui sera relégué directement? Qui finira dernier de ce top 14? Il n'y aura pas de miracle vanneté, à mon avis. Malgré la bonne, malgré toute leur vaillance, tout leur courage, je pense qu'il n'y aura pas de miracle vanneté. Je pense que moi je mets hélas Vannes, j'y hélas parce que c'est une équipe sympathique. Hein. Mais je pense que ça le fera pas. Il y a des bon, le calendrier de tout le monde est compliqué, hein, bien sûr. Hein. Non, on peut le préciser, Fabrice. Le calendrier de Vannes, il va y avoir la réception de Toulon, la réception de La Rochelle, un déplacement à Bayonne, la réception de la section paloise et le déplacement à Bordeaux-Bègles pour conclure lors du multiplex de la 26e et dernière journée, le 7 juin à 21h. Ça sera à suivre en intégralité. Ouais, c'est ça. Et donc je vois pas à l'extérieur, en tout cas, je les vois pas faire quelque chose, ni à Bayonne évidemment, ni évidemment à l'UBB.
Donc je pense que les 6 points, je crois qu'ils ont actuellement de retard. C'est ça. Ça. Ça va être compliqué à combler. Ça va être très très compliqué à combler. Quentin Fredon, tu pars sur le même candidat pour terminer dernier de ce top 14 ? Oui, clairement. Ouais. Je pense que là, il y aura pas de miracle. C'est fini. L'espoir est fini. Ils ont 3 réceptions et on les condamne déjà ? C'est pas fini, mais je les vois pas le faire. Je les vois pas avoir suffisamment de réserves et d'effectifs pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Quentin Cabanis. Offre de l'espoir au peuple breton. Moi, je pense qu'il y a une équipe qui joue très très gros ce soir. Et en cas de défaite du Stade Français aujourd'hui à domicile, le Stade Français pourrait être en grande difficulté d'ici de la fin de la saison. J'ai plus exactement les matchs qui attendent le Stade Français. Je les ai. Parfait. Et le Stade Français Paris, moi j'ai envie de te rejoindre. Je trouve que il s'ajoute extrêmement gros ce soir pour le Stade Français qui a un calendrier très très difficile au vu de ses places, puisqu'il va y avoir des confrontations directes sur les 2 prochains week-ends. Déjà, il joue ce soir face au leader toulousain. Il se déplace à l'Arena face au Racing 92 le week-end prochain. Ensuite, ils se déplaceront à Perpignan. Donc, ils vont se déplacer contre le 13e actuellement et contre l'actuel 11e. Ils recevront Lyon, ils se déplaceront à Clermont et ils vont recevoir Castres, qui aura peut-être quelque chose à jouer dans la course au top 6 lors de la dernière journée. Peut-être aussi quelque chose à jouer. Exactement. Voilà, donc, ils vont jouer que des matchs en fait contre des équipes qui ont des choses à jouer et qui plus est, les réceptions sont pas évidentes non plus. Donc forcément, on peut être qu'inquiet pour cette équipe du Stade Français. Donc voilà, moi je pense que si le Stade Français perd ce soir, ça va peut-être jouer la dernière place à la lutte avec Vannes. En tout cas, les 3 prochaines journées seront particulièrement excitantes et particulièrement effrayantes pour les supporters du Stade Français. Vannes, le Stade Français pour Quentin. William qui est avec nous et qui nous a rejoint. Bonsoir William. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir William. Ça va William ? Ça va. Bon, beau week-end rugby, du suspense de partout, donc c'est cool. Bon, pour cette course à la relégation, à la survie. Vannes, le Stade Français, une autre équipe. Qu'est-ce que tu vois finir dernier ? Je vois Vannes, mais de pas grand-chose, parce que comme vous l'avez dit, et je peux dire la même chose dans le même ordre, quoi. Le Stade Français inquiète énormément, et il y a 2 résultats qui vont compter pour Vannes. C'est quand ils n'arrivent pas à battre à domicile l'USAP, où là c'est clairement 2 points qui ont été donnés aux Catalans, et l'USAP qui était en difficulté là contre le Racing et qui arrive à s'en sortir, et là ça aurait pu faire basculer les choses, et je pense que beaucoup de points ont été perdus tout au long de la saison par les Vantais, et c'est terrible parce que c'est une équipe qui joue bien au rugby quand même, quelles que soient les conditions, qui arrive à bien jouer. C'est vrai. Et qui peut regretter parce qu'ils sont clairement au niveau maintenant. Quand on voit des équipes du milieu de tableau, Pau, La Rochelle, ce qu'ils produisent, les Bretons, ils ont rien à envier à ces équipes-là, notamment offensivement. Donc c'est triste parce qu'il y a des points perdus un peu et qui vont coûter cher à la fin. Mais la production des Vantais sur le système offensif, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant ce qu'ils proposent. Toujours. Donc plutôt une option sur Vannes qui finirait dernier. À la 13e place, on va rester avec les mêmes clubs. Qui est-ce qui finirait barragiste ? On va rester avec toi, William. On a donc Vannes qui finirait dernier. Ça se joue entre le Racing, le Stade Français, Perpignan. Mais je mettrais le Stade Français. Si ce soir ils sont pas capables de faire un exploit de folie, je les vois dans une situation compliquée. Les Catalans ont tellement plus envie de passer par ce match de barrage, quoi. Pour eux, ça fait plusieurs années qu'ils y sont. Et c'est sûrement un stress qui est énorme pour les joueurs, pour le club, pour tout. Donc je crois l'USAP capable d'aller faire un coup quelque part sur cette fin de saison. Et le Stade Français en cas de défaite ce soir, ça pourrait être très compliqué parce que c'est pas une équipe qui est habituée à batailler jusqu'à la dernière journée. C'est donc le maintien, c'est un métier. Donc ça peut être compliqué de se retrouver dans cette situation. Exactement, on le rappelle, il y a eu de nombreux témoignages d'anciens joueurs, notamment je pense à Saïd Iresh il y a quelques saisons avec Brive, capitaine emblématique de l'équipe de Brive il y a quelques saisons, qui avait rappelé aussi à quel point le maintien, quand on avait l'habitude de le jouer, on est un peu conditionné par cette quête-là, et elle habite tout un club pendant une saison entière, ce dont ne s'attendait pas du tout le Stade Français en début d'exercice, l'ancien, demi-finaliste la saison dernière, perdant face à l'Union Bordeaux-Bègles. Rappel du calendrier de Perpignan avec un déplacement ultra chaud le week-end prochain sur la pelouse de Montpellier. La réception du Stade Français, ce sera le week-end du 10 et 11 mai. Le déplacement à Clermont, un déplacement à La Rochelle et la réception lors de la dernière journée du Stade Toulousain, qui pourrait déjà avoir assuré sa place en demi-finale et donc potentiellement emmener une équipe assez légère et inexpérimentée à Aimé Giral. C'est aussi pour ça, Fabrice, que cette USAP peut viser le maintien direct ?
moi je suis mais totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, j'ai pas beaucoup de doutes que ça va être le Stade Français qui sera barragiste pour plusieurs raisons. Ils sont absolument dans la situation de Montpellier l'an dernier. Alors que Perpignan, il y a une culture de la lutte pour le maintien depuis de nombreuses années, et ils ont par cœur cette capacité à maîtriser ces moments dramatiques. Faut être bâti, faut être bâti pour jouer le maintien. Quand on n'est pas habitué, c'est beaucoup plus compliqué. On joue avec le frein à main. Moi, je pense que le Stade Français il va tout droit. En plus, il y a un Perpignan Stade Français qui va être dramatique. Je crois que c'est aujourd'hui l'avant-dernière journée ou l'antépénultième. Enfin, Perpignan Stade Français, ce sera la 23e journée, le week-end du 10 et 11 mai. Voilà, donc ça va arriver assez vite. Et moi, je pense qu'effectivement, ce soir, si jamais ils ont une défaite, qui plus est à 0 points, je les vois très mal embarqués, les joueurs du Stade Français. Très mal embarqués. Perpignan, donc pour plus un maintien direct, le Stade Français que vous voyez barragiste. Quentin Fredon, le Racing 92, qui est un peu dans cette discussion parce qu'on les sent un peu loin du top 6. On a surtout l'impression que l'objectif prioritaire, c'est d'abord le maintien et après les rêves, ce sera pour les dernières journées. Le Racing 92 a les cartes en main pour se maintenir ou ils sont encore en danger pour une place de barragiste? Ouais, ils ont clairement les cartes en main. On voit clairement que là, sur les derniers matchs, il y a du mieux. Depuis que Colazo est là, l'état d'esprit a changé. L'état d'esprit est plus guerrier. C'est toujours difficile, mais c'est un petit peu mieux. Mais au vu du calendrier à venir pour le Racing, je pense que ça va être compliqué. Et moi, c'est eux que je vois finir 13e et donc barragiste. Alors Racing 13e, c'est ma take du soir. Je pense que le Racing finira 13e. Le Racing 13e pour Quentin Fredon. On va donner le calendrier qui est un peu plus chargé parce que il y a cette demi-finale de Challenge Cup face à Lyon le 4 mai à 13h30. Avant ça, il y a ce derby, la réception du Stade Français qu'ils ont perdu l'an dernier. D'ailleurs, on se souvient de ce magnifique essai de Peñassi d'Akuwaka, commenté par Monsieur Dos Santos, qui sera avec nous et qui est avec nous à Jean-Bouin. Salut Rémi. Salut Clément, salut à toutes et à tous. Bonsoir Rémi. Est-ce que tu nous offres le même essai de folie ce soir? Avec grand plaisir. Pour quelle équipe? Tu choisis. Franchement, Dakuwaka est sur le terrain, bis repetita ou peu importe le joueur. On veut juste une envolée et ce fameux tour du périphérique qui nous avait marqué l'an dernier. Très bien, c'est bien noté, je chauffe la voix. Très bien. On t'attend, on reviendra vers toi d'ici quelques instants, Rémi. Le calendrier du Racing 92, la réception du Stade Français, la demi-finale de Challenge Cup avec le déplacement à Lyon, la réception de Bayonne, le déplacement à Toulouse, la réception de Montpellier et le déplacement à Lyon pour conclure cette saison régulière. Quentin Cabanis, parmi ces trois équipes, alors toi t'avais dit le Stade Français dernier. Qui finirait 13e? J'avais dit en danger. C'était pour pas enterrer Vannes. Mais pour moi, le duo 13-14, c'est Vannes et le Stade Français. Voilà, okay. Donc moi je vois Perpignan se finir 12e, je vois le Racing terminer la saison tranquillement, sans problème. Je pense que l'effet Colazo est là et que le Racing va se maintenir sans trop transpirer sur la fin de saison. Et je vois pas les équipes au-dessus non plus se mettre le feu. Donc voilà, je pense que il y a trois équipes qui jouent réellement le maintien si jamais le Stade Français perd ce soir. Et je vois bien un petit Stade Français 13, Vannes 14e quand même. Stade Français jouerait un barrage sur la pelouse du finaliste perdant de Pro D2. Voilà, un petit Stade Français Brive par exemple, tu vois. Ah donc Brive perd la Pro D2. Bon, je sais pas, tu vois. Pourquoi pas? Mais ça voudrait dire que Brive va en finale de Pro D2. Et c'est vrai. Déjà, il va falloir il faudra assurer la demi-finale directe et après espérer aller en finale pour les brivistes. On va passer à la course au top 6, celle qui est toujours la plus intéressante, la plus dense aussi parce que depuis de nombreuses années, il y a à peu près 9-10 clubs sur les 14 qui peuvent espérer se qualifier en phase finale et en barrage. On va partir de Bayonne, de la 4e place jusqu'à Pau 10e. Bayonne avec 54 points devant Castres 5e 53 points, Lyon 6e 48 points, deux équipes à 44 points, Clermont et La Rochelle, deux clubs à 43 points, Montpellier et la section paloise. Alors en partant du haut, est-ce que tout le monde pense que Bayonne finira 4e? Non. Oh oui. Fabrice? Pas moi. Non, moi je pense que Castres va les doubler. Très intéressant.
Très intéressant ce que tu nous proposes. Puisque Castres, on va le rappeler, avec son succès bonifié face à Vannes dans un match décrit comme une rencontre de water-polo par Quentin Cabanis hier, sous le déluge. C'était humide. Le déluge de Pierre Fabre, avec des conditions atmosphériques très compliquées à gérer. Castres s'est imposé 32 à 13 et a fait un sacré rapproché au classement par rapport à Bayonne, qui n'est plus qu'à un point de cet aviron bayonnais, solidement accroché à sa 4e place depuis plusieurs semaines maintenant, voire plusieurs mois. Pourquoi Castres finirait 4e, Fabrice? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a un Bayonne-Pau qui soit à Anoeta, et c'est pas Jean Daugé. Et Pau a réussi souvent à Anoeta. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'il y a un Castres-Bayonne qui se provoque. Exactement. Castres-Bayonne, le week-end du 31 mai, avant-dernière journée. Voilà. Et dernier point, Castres, c'est l'équipe magique par excellence. Ils sont jamais cités, ils sont toujours présents. Et on oublie toujours Castres. On parle toujours de tout le monde, mais ils sont dans leur coin, on les voit pas. Et Bloom et Castres, c'est une équipe qui est une équipe finisseuse. C'est une équipe qui finit toujours très très fort le championnat, qui les finit en boulet de canon, qui arrive du diable Vauvert, et je les vois récidiver. À l'image de cette saison 2020-2021, Quentin Cabanis, où ils avaient terminé premiers de la phase régulière en allant s'imposer à Montpellier ou à Clermont. Je crois ils avaient un peu surpris tout le monde. Il y a eu des grosses séries de victoires en fin de saison. Alors là, moi, je suis un peu plus pessimiste que Fabrice concernant le positionnement de Castres en fin de saison, parce que déjà, va y avoir 3 déplacements sur les 5 derniers matchs, et dans ces déplacements, il y a la semaine prochaine un certain Toulouse-Castres. Donc là, déjà, ça peut être compliqué pour les Castrés. Il y a aussi un déplacement sur la pelouse de l'UBB. Et voilà, je pense que... Et déplacement au Stade Français lors de la dernière journée. Ouais, ça, après, on verra ce que ça va donner et où en est le Stade Français à ce moment-là de la saison. Mais voilà, moi, je pense que Bayonne va finir à 4e et que Castres, il y a en fait, il y a une défaite à domicile de trop pour les Castrés cette saison. C'est la défaite face à Bordeaux-Bègles ou Bordeaux-Bègles ou n'importe. Mais je crois qu'ils n'ont qu'une seule, on va vérifier ça immédiatement, mais Castres n'a qu'une seule défaite à domicile, c'est face à l'UBB. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être le match de trop. Là où Bayonne n'a jamais perdu à domicile pour l'instant, tu vois. Là où Bayonne n'a jamais perdu à domicile, exactement. Bayonne, William, finira-t-elle 4e? Ouais, moi je laisse 4e parce que je trouve qu'ils ont une marge quand même à domicile. Et puis ils ramènent des points de l'extérieur à chaque fois. Et on n'a pas l'impression que c'est un exploit. En fait, c'est devenu la normalité. Bayonne, c'est très costaud à domicile et se met à se déplacer plutôt efficacement. Donc le point d'avance actuellement, il va compter jusqu'au bout. Ça se jouera pas à grand chose parce que les Castrés maintenant sont solidement installés dans ce top 4, 5, 6. Mais et pourtant, William, Bayonne garde cette place. Pourtant, William, on a eu la sensation ces derniers week-ends que ça soit sur la pelouse du Stade Français ou hier face à La Rochelle, Bayonne repart avec seulement 1 point, mais il y a la possibilité d'en engranger plus. Ouais. Il y a la place. C'est pour ça que cette équipe a encore de la marge. Elle joue beaucoup, elle joue bien. Quelle que soit la compo, ils sont capables aussi quand même de sortir quelques mecs importants. Alors le rendement est pas exactement le même, mais il y a pas non plus un gap monstrueux. Je pense qu'à La Rochelle, si la pénalité de seconde, la première qui est assez facile, elle passe, c'est pas du tout la même physionomie. Donc c'est devenu vraiment une équipe, mais qui fait aucune impasse. Donc on sait que pour être dans le top 4 du top 14, il faut pas laisser passer grand chose, faut prendre des points partout et être très solide à domicile. Ils ont pris des points de bonus contre les gros, aussi des points de bonus offensifs. Souvenez-vous, ils ont pris 5 points contre La Rochelle à l'époque où La Rochelle était encore 3e. Ils ont pris des points qui comptent vraiment. Il y en aura peut-être qu'un ou deux de marge avec le 5e. Mais j'ai quand même l'impression que cette équipe vient fermer ce top 4 en n'étant pas vraiment loin de Toulon non plus. Le calendrier pour Bayonne avec la réception de Pau, le déplacement au Racing 92, la réception de Vannes, le déplacement à Castres et la réception de Toulon. 3 réceptions pour une équipe invaincue à domicile. Ça semble quand même jouer pour cette qualification qui serait historique pour l'aviron bayonnais en phase finale du top 14. Alors messieurs, le 4e semble se dessiner. On a donc ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 6 clubs pour 2 places. Qui sont vos 5e et 6e? On va commencer par Quentin Fredon. Eh bien, je reste dans cet ordre-là et on va laisser Castres et Lyon. Ça ne bouge pas? Je ne pense pas. Je pense que Lyon a de la marge sur Clermont et La Rochelle qui sont clairement dans des formes pas excellentes en ce moment.
Et je pense que Castres a trop de marge sur Clermont et La Rochelle également, et ils vont rester à leur place. Ah, il y a une affiche entre Lyon et Clermont bientôt. Le week-end prochain. Voilà, Samedi prochain. Qui peut jouer beaucoup. Mais je vois pas Clermont gagner contre Lyon. Et donc tu vois une défaite de Clermont le week-end prochain à domicile. Ou au moins. Là, c'est tu pas vois, la même chose. C'est plus dur maintenant. C'est plus compliqué. Je vois Lyon rester à sa place. Voilà. Très bien. Sans argument. On va pas se mouiller. Mais ce Lyon-Clermont sera d'une importance capitale puisque les équipes qui sont derrière Lyon, notamment La Rochelle se déplace à Bordeaux-Bègles, Pau se déplace. Pau, où est-ce qu'il se déplace? Tiens, il se déplace à Bayonne dans ce presque derby à Anoeta. Donc en cas de victoire de Lyon et dans des défaites qui semblent sur le papier du classement logique des équipes qui sont derrière, Lyon ferait un énorme coup dans la course au top 6. Quentin Cabanis, tu ne bouges pas non plus. Alors toi, tu vois Bayonne 4e, tu gardes Castres et Lyon? Il y a évidemment l'affiche du week-end prochain qui va être décisif à mon avis dans ce top 6, mais moi je vois même limite le Loup aller chatouiller Castres. Tu vois, peut-être le Loup aller à la 5e place et Castres passer 6. Mais ensuite, je vois pas une de ces deux équipes sortir du top 6. Tu vois, je pense que La Rochelle, s'ils vont finir la saison comme ils peuvent, j'ai le sentiment que là, la victoire de ce week-end, c'est un trompe-l'œil et que pour l'instant, ils n'ont pas retrouvé le niveau qui était le leur il y a quelques années. Et je pense que Montpellier, Pau et si on rajoute le Racing, sont déjà trop loin pour espérer ce top 6. Donc voilà, moi je vois bien Lyon et Castres 6. Fabrice, toi qui habites proche de la section paloise, 5 et 6, tu restes avec les mêmes ou est-ce que Pau pourrait créer l'exploit? Non, Pau se créera pas l'exploit. Je pense que l'absence de Joe Simmons a déjà fait mal. Et pour moi, ils ont laissé passer leur chance. Je maintiens Castres 4. Sinon je me dédie. Oui, c'est logique, Fabrice. Je suis d'accord. 5 Bayonne et 6 Lyon. Les demi-finales sont chez eux. Ils vont pas laisser passer ça va leur donner des ailes. Le seul petit bémol que j'ai pour le Loup et là où je pourrais rejoindre Fabrice, c'est en fonction de la gravité de la blessure de Berdeux, qui est sorti hier, qui était touché à la cheville. Si c'est grave, ça peut être extrêmement préjudiciable pour cette équipe et donc il pourrait finir à la rigueur 6e. Et je pense que pour les phases finales sans Berdeux, ce serait trop compliqué. Très compliqué, effectivement. Le demi d'ouverture habituel est titulaire indiscutable de cette équipe de Lyon. Peut-être le meilleur buteur. Le plus précis, en tout cas, un des plus précis du top 14. Ah oui, non, et puis depuis plusieurs saisons, moi j'ai l'habitude de le surnommer Monsieur Propre. Il fait tout très bien, Léo Berdeux. Il a plus de 90% au pied. Forme de régularité chez lui. Jamais proche des portes de l'équipe de France, mais toujours hyper régulier dans ses performances. Il y a du monde devant, c'est vrai. Donc personne ne voit une possibilité pour La Rochelle, pour Montpellier, pour Pau de prendre une 6e place qui paraîtrait inespérée. Non, je pense pas. Non, personne. Non. C'est bouclé. Fini le top 14, on peut ranger immédiatement. Il reste cette fameuse course au trio et aux demi-finales directes. Qui finira premier de ce top 14? On en discute dans quelques instants. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio du rugby. On était en plein dans les grands paris de cette fin de saison de top 14 avec des discussions avec William, Fabrice Dolon-Sainte-Marie, toujours avec nous. Les deux Quentin présents comme toujours au poste depuis des week-ends et des week-ends entiers. Des années même. Des semaines pour certains. Des années ou des semaines pour d'autres. Cette fameuse course au sprint finale lancée. Donc on a parlé de la relégation, de la place de Barachid, de la course au top 6. Il reste la course peut-être la plus serrée de ce top 14 avec un trio de tête imbougeable depuis des semaines. Le Stade Toulousain leader avec 70 points, l'Union Bordeaux-Bègles second avec 69 points et le RC Toulon 3e avec 67 points. Mais si on va démarrer par Fabrice Dolon-Sainte-Marie, qui se qualifie dans les deux premiers? Moi, je pense qu'il ça va pas bouger. On les a les deux premiers, Toulouse, et l'UBB, parce que le calendrier de Toulon, il est absolument infernal. Il est infernal, mais ils reçoivent. Toulon reçoit Toulouse et Toulon reçoit Bordeaux-Bègles. Toulon est invaincu cette saison à domicile. Ah, mais ils reçoivent Toulouse au Vélodrome. Et il les tape à chaque fois au Vélodrome. Oui, mais ils vont à Bayonne. On sait ce que Bayonne fait à la maison, on vient de le dire. Et puis, mine de rien, à Pau, ça s'est pas toujours bien passé pour eux.
Ils ont un déplacement à Pau et à Bayonne qui va pas être simple. Moi, Donc, je trouve que le calendrier est plus compliqué pour eux. Donc tu ne les vois pas en fait parce que il y a le donc on va faire le calendrier Toulon, le déplacement à Vannes, réception de Toulouse, déplacement à Pau, réception de Bordeaux-Bègles et déplacement à Bayonne. Mais le déplacement à Bayonne, c'est pour conclure. Peut-être que Toulon peut finir premier et joue sa carte à fond et en fait a plié le top 14 avant d'aller à Bayonne. Et la différence aussi, peut-être, ce qu'on peut ajouter en faveur des Toulonnais, c'est qu'ils n'ont plus de Coupe d'Europe, de Oui. Champions Cup. Champions Cup, c'est des week-ends de repos en plus. Pierre Mignoni rabâche semaine après semaine qu'il a besoin de fraîcheur et de concerner un maximum de ses joueurs. 2 week-ends gratuits comme ça, c'est ce qu'il ne peut pas demander mieux pour cette fin de saison. Alors, Il aurait préféré que Thomas Ramos ne passe pas la pénalité de la Gaine le week-end dernier, très probablement. William, toi qui aimes bien Toulon, on le sait quand même. Toulon. Il aime Toulon, William. William, Toulon. il aime tous les rugby. Ils finissent premiers ou pas? Oui, enfin, est-ce qu'ils finissent dans les 2 premiers, le RCT? J'aimerais, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué, mais est-ce que c'est un problème pour Toulon? C'est qu'il y a une équipe qui a besoin d'être sous pression. Et à la limite, le fait de jouer un barrage, un match supplémentaire, je suis pas sûr que ce soit problématique pour cet effectif et surtout le manager Pierre Mignoni qui aime garder les mecs vraiment sous pression. Donc c'est le trio de tête. Je pense que déjà ils sont bien contents d'être aussi proches du Stade Toulousain et de Bordeaux. Mais Bordeaux, en ayant été gagné un pot, un match un peu piège, un peu compliqué, ils gardent ces 2 points d'avance qui vont compter jusqu'au bout. Et je pense qu'il va manquer, il va rester 2-3 points entre les 2 équipes. Mais voilà, pas convaincu que ce soit vraiment problématique pour Toulon d'avoir ce barrage. Je vois plutôt ça qu'un match pour maintenir les mecs sous pression et remplir Mayol une fois de plus. Y a-t-il du changement dans les avis des 2 Quentin? Bordeaux, Toulon finira à la place entre guillemets du con avec un week-end en plus à jouer? Je le pense. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Merci Quentin. Moi, j'enterrerai pas le RCT pour ces 2 premières places. Je pense qu'ils ont un petit peu leur avenir entre les mains. C'est Toulonnais. Le fait de pas jouer la Coupe d'Europe en plus est un avantage. Et je pense qu'ils ont conscience que finir, pourquoi pas premier, pourrait quand même grandement simplifier les phases finales, parce qu'on rappelle que le premier n'affrontera pas le 3e en demi-finale, et que là en demi-finale, et si tu te chopes soit l'UBB soit Toulon si t'es Toulouse, relou, tu vois. Donc tu préfères jouer le vainqueur du 4e ou 5e, parce que ça fait longtemps, je pense, qu'on n'a pas eu un 3e de top 14 aussi fort que celui qu'on aura cette année. Et donc je pense que toutes les équipes auront à cœur de finir première, parce que vraiment ça va être s'enlever une énorme épine du pied. Mais je pense que Toulon a la capacité de finir dans ce top 2, et que pourquoi pas l'UBB pourrait en pâtir, parce que là je les sens moins rayonnants finalement, parce que s'ils s'imposent à Pau hier, c'est en partie parce qu'il y a un exploit phénoménal. La question que j'ai envie de poser à tout le monde: Toulouse finit leader de cette phase régulière? Oui. Je pense. Oui. Tout le monde est d'accord, Fabrice aussi? Oui. Et je rajouterais que justement, toujours dans le raisonnement tout à l'heure, que par rapport à Toulon, ce soir, Toulouse peut avoir 7 points d'avance sur Toulon. Hein. Oui. Bien sûr, il y a un match en moins, c'est vrai. Je pense que la lutte pour la 2e place est plus indécise que celle pour la première. Et à préciser quand même que on s'en doutait, mais Toulouse est officiellement le premier qualifié pour les phases finales sans avoir joué, puisque avec sa défaite à 0 points sur la pelouse de Toulon, Clermont est à 26 points du Stade Toulousain. Il en reste 25 à distribuer jusqu'à la fin de la saison régulière. Donc quelle surprise! Quelle surprise sera dans le top 6. J'en tombe des nues. Mince, on m'avait rien dit. C'est pas une surprise, mais c'est une information à retenir. Il y a déjà un qualifié au bout de 20 journées pour Toulouse. Il leur aura suffi 20 journées pour s'assurer une qualification. On n'en doutait pas au vu de ce qu'ils montrent depuis le début de saison, mais ça reste une information à retenir. Donc pour les grands paris, c'est d'ores et déjà terminé. On comprend que ça se jouera entre le Stade Français et Vannes pour la descente en Pro D2 ou la place de barragiste. Tout le monde voit à peu près un maintien direct de l'USAP en top 14. C'est une chose aussi à retenir. Et dans le top 6, pas énormément de changements, peu d'équipes qui pourraient, entre Clermont 7e et Pau 10e, venir semer les troubles faits, comme si Castres et Lyon avaient déjà fait le travail pour s'assurer une place dans les barrages. Il restera tout de même 5 journées. Attention à ne pas tomber dans différents pièges à l'extérieur ou en recevant des équipes qui auront des choses à jouer. Le podium se jouera bien évidemment
en toute vraisemblance, entre Toulon, l'UBB et Toulouse, avec des places qui pourraient bouger. Tout est très serré. Merci beaucoup, Fabrice, d'être venu à l'antenne avec nous. On va passer aux enseignements de cette 21e journée en rappelant les résultats. Quentin Cabanis, si tu peux, ou si tu veux que je les... Je peux, évidemment, plaisir, je suis là, je suis au soutien toujours. Avec donc cette 21e journée, le succès à l'extérieur de l'UBB sur la pelouse de la section paloise 26-22. Castres qui a battu Vannes 32-13. Le Loup s'est imposé face au MHR 32-23. La Rochelle Bayonne 29-28. Perpignan Racing 28-24. Et Toulon-Clermont 31-24. Beaucoup de choses à retenir de cette 21e journée qui n'est pas terminée. La Rochelle retrouve la victoire depuis le 4 janvier. Est-ce que c'est votre plus gros enseignement? Pau qui glisse un petit peu et patine avec une victoire, une défaite de l'UBB, je vais me reprendre, avec une défaite face à l'Union Bordeaux-Bègles à domicile. Perpignan qui s'en sort une extrémiste 28-24 face au Racing 92, rencontre extrêmement importante. Lyon qui s'invite dans la course au top 6 et confirme, ou Toulon qui s'impose en souffrant face à Clermont. Quentin Fredon, qu'est-ce que tu retiens? Alors je vais aller à contre-courant. Pour moi, l'enseignement, c'est que l'UBB a gagné à l'extérieur, malgré une équipe avec 13 joueurs qui ne sont pas normalement dans le 15 titulaire. 12 si on compte Etchegaray comme un titulaire maintenant. Mais ouais, Bordeaux a gagné, Bordeaux a tenu, et avec 12 joueurs qui sont de rotation. Et pour moi, c'est le grand enseignement, c'est que Bordeaux peut gagner même avec une équipe B, ce qui l'année dernière ils avaient beaucoup de mal à faire quand même. Et donc là, c'est une bonne évolution. Une équipe B avec quand même des joueurs qui sont présents. Quand on voit Hugo Boniface, quand on voit les deux ailiers qui sont les deux ailiers de l'équipe de France, cette rotation d'Yannick Bru, elle est assez particulière et elle est gérée de manière très intelligente depuis le début de la saison, parce que il y a parfois des larges rotations, mais on a l'impression que l'UBB ne fait jamais l'impasse. Ouais, mais l'année dernière, c'est le gros problème. Ça ressemble à ce que fait le Stade Toulousain. Ouais. L'année dernière, les joueurs étaient arrivés cramés en fin de saison. Et bien là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de joueurs cramés, qu'il y ait de joueurs qui sont déjà à bout de rythme. Oui, on pense à Bentami Founa, notamment, qui avait fait une saison énormissime l'an dernier entre la Coupe du Monde, même Jalibert. Là, Bentami Founa, il a eu je crois, c'était 6 semaines de vacances en tout début de saison. Il est revenu très tranquillement. Il y a de la rotation à tous les postes. Quentin, qu'est-ce que tu retiens, toi, sur cette 21e journée, Quentin Cabanis? Moi, ça va être le succès de La Rochelle, enfin. J'ai envie de dire, depuis le 4 janvier, on n'avait pas vu les Maritimes lever les bras en signe de victoire, donc ça commençait à être pénible, même on avait de la peine pour les supporters rochelais, donc là ça va leur faire un petit peu d'oxygène. Alors on n'est pas rassuré dans le jeu par ces Rochelais, ils ont eu très chaud face aux Bayonnais, mais voilà, l'important c'était la victoire, et je pense que ce 29-28 pour les Rochelais est très très important pour eux, et je pense qu'aussi ça leur permet de souffler, parce que en cas de défaite, ils auraient regardé sérieusement vers le bas, et la sinistrose aurait pu s'installer un petit peu plus, et ça aurait pu peut-être les mener à la catastrophe. Si Rémi Dos Santos est là et est présent toujours au stade, Rémi, tu nous entends? Je suis là. Très bien. Je sais que tu as travaillé sur La Rochelle Bayonne hier. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette prestation pour toi? Est-ce que c'est vraiment l'enseignement à retenir, ou tu vois d'autres enseignements plus importants? Je pense que c'est quand même un enseignement très important. Tu m'as fait une série de 9 matchs sans victoire. T'es quand même, t'as remis la marche avant, et j'ai envie de dire que oui, en effet, ce match il est ultra moche, et il y a, on va dire, 50% du temps où tu le perds et 50% du temps où tu le gagnes, mais t'as réussi à gagner dans un match très compliqué où tu fais plein d'erreurs, où tu tends le bâton pour te faire battre, et finalement tu arrives à gagner. Donc je suis d'accord que c'est un très bon enseignement, parce que voilà, tout n'est pas parfait, évidemment. Il y a quand même quelques points à améliorer, on le sait, mais tu peux t'appuyer sur quelques certitudes, j'ai envie de dire. Greg Aldrit déjà, évidemment, même s'il foire complètement un renvoi après avoir marqué un essai. Antoine Astoy était très bon au pied, je crois qu'il fait 100%. Voilà, t'as quand même quelques bonnes bases. Malgré tout, au classement, t'es pas si loin encore du top 6, même si je pense qu'avant tout il faut repartir et se remettre à l'endroit pour La Rochelle. Donc ouais, vrai enseignement, cette victoire des Rochelais face à Bayonne. C'est La Rochelle qui se le gagne ce match, ou c'est Bayonne qui se le perd? Non, c'est dur de dire que Bayonne le perd. Je pense que La Rochelle va se le chercher à l'arrache, parce que quand Bayonne met son 3e essai et se retrouve à plus 6, t'as un vrai
un vrai retour en avant des Rochelais qui repartent au combat, qui récupèrent à nouveau des pénalités, qui retournent dans les 22 de Bayonne. Ils sont allés se le chercher plus que Bayonne ne l'a perdu. Très bien. Eh bien, on retient cette victoire primordiale pour La Rochelle avec l'énorme émotion de Sébastien Beauboul, l'entraîneur adjoint qu'on a pu voir sur les images du diffuseur au coup de sifflet final, agenouillé, presque les larmes aux yeux pour Sébastien Beauboul. Quentin Cabanis, est-ce que toi t'avais donné ton enseignement? Oui, c'est La Rochelle. Oui. C'est William qu'on n'a pas eu. C'est William qu'on n'a pas eu. C'est ce que je cherchais. William, ton enseignement, toi, est-ce que tu retiens Perpignan, tu retiens Toulon? Qu'est-ce que tu retiens? Non, je retiens Lyon, comme tu le dis, qui s'invite très clairement au top 6, parce qu'en fait, ils ont une marge. Là, ils ont battu le Montpellier, qui était, il me semble, 8e au coup d'envoi, 7-8e. Et ils les battent avec une marge. On sent que ça n'a pas tremblé, ça joue plutôt bien. Ils se sont trouvés avec enfin une identité où ils ont recompris que le combat était important dans leur culture et dans l'historique proche du club. Donc, hyper assez intéressant de voir les Lyonnais très bien jouer au rugby, de voir les Lyonnais costauds devant. Et commencer à sortir des internationaux aussi. Oui. Donc en fait, tout ce qui est en train de se passer depuis début de 2025, c'est assez nouveau à Lyon, mais c'est quand même très bien géré, je trouve. Internationaux là ou pas là, ça joue très bien. Et des leaders ont été capables de mettre la main sur le groupe, donc c'était hyper intéressant. Et j'ai l'impression qu'ils ont quand même vraiment une marge. Et le fait qu'ils soient dans le top 6, mais ça met quand même des gros clients, Clermont, La Rochelle, Montpellier, Racing, hors du coup. Donc ce qu'ils font, c'est vraiment une très très grosse performance, et je pense que le staff qui a été mis en place était vraiment la solution idéale, et on voit de très belles choses à Lyon, et ce week-end c'était une belle partie des Lyonnais. Justement William, tu parlais du paquet d'avant, il a un peu bousculé ses avants en avant-match et globalement son groupe. Karim Ghezal, on va l'écouter en conférence de presse d'après-match, qui parle d'une rencontre peut-être extrêmement dure qu'ils ont réussi à gagner face à Montpellier. De gagner, ça donne beaucoup d'énergie. On a vu qu'il en fallait beaucoup aujourd'hui pour aller jusqu'au bout, et que la rotation des joueurs elle était très importante sur les semaines d'avant. J'ai pas oublié ce qui s'est passé à Bayonne, et voilà, je tiens à féliciter les joueurs. J'étais très dur avec eux dans le discours d'avant-match, chose que je fais pas d'habitude, ils ont été surpris. Et voilà, aujourd'hui je peux leur dire félicitations. On a rattrapé ça, et puis on est toujours en course. C'était un match vraiment charnière, soit on basculait du bon côté, c'est toujours les mêmes phrases chaque week-end, mais là c'est vraiment ce match-là, tu le prends pas, c'était le match le plus dur, je pense. Mais Quentin, finalement, on parle de Lyon avec William en enseignement pour le top 6, mais personne ne parle de Perpignan. C'était le match à gagner, c'était le match de la peur. Perpignan se le gagne, Pozzolo Tuilagi rentre, se prend un carton jaune. Il y a une dernière occasion pour le Racing 92. Ouais, non, alors c'est forcément un excellent résultat pour l'USAP. En cas de défaite, ça aurait été quasiment acté que l'USAP allait vraiment galérer jusqu'à la fin de la saison et se sauver peut-être au dernier moment. Là, ils gardent leur avenir entre leurs mains, les USAPistes. Donc oui, ça peut être un des enseignements de cette journée. C'était un énorme succès à aller chercher pour les coéquipiers de Tommaso Allan, et ils ont été le chercher. Mais voilà, moi je trouve que la victoire de La Rochelle qui met fin à cette grosse série est peut-être plus importante. Tu l'as mentionné, Tommaso Allan, il était satisfait du contenu en conférence de presse au micro de Rémi Ruggiero. On avait dit oui, il faut qu'on joue 80 minutes, 82 minutes. Je pense qu'on a un peu lâché les dernières 10 minutes. Peut-être qu'on pensait d'avoir gagné, mais c'est jamais comme ça. Après, on s'est sauvé les dernières minutes, on a fait un gros temps en défense. Mais c'est bien, on a joué bien, on est content. Il y a beaucoup de pression. Il va continuer à avoir la pression pour les prochains 5 matchs, mais c'est bien de commencer comme ça. Maintenant, on peut penser aux prochaines, que ça va être un match important comme tous les autres. Alors les enseignements, évidemment, on parle de Lyon, de Perpignan, un peu du Racing 92 aussi qui loupe une occasion de plus de créer la surprise à l'extérieur, qui avait gagné sur la pelouse de La Rochelle, sur la pelouse de Clermont. On n'a pas parlé de Toulon, tiens, face à Clermont. Est-ce que Quentin Fredon, il y a plus que le résultat en lui-même, où Toulon prend une victoire à 4 points, reste invaincu à domicile et reste dans cette course au trio de tête, il y a quand même des choses à retenir dans le négatif, puisqu'on a vu une deuxième mi-temps sans aucun point marqué. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant? Le mot est fort, mais il reste du travail. Ouais, ça, c'est que si on regarde que la première mi-temps, le match est quasiment parfait. Certes, tu prends des points, mais le match est quasiment parfait. Et après, en seconde mi-temps, je sais pas, j'ai l'impression que de voir ce que fait Bordeaux contre Toulouse, ou Bordeaux en Coupe d'Europe, c'est que il y a 2 matchs et ils se laissent totalement aller comme s'ils avaient déjà gagné.
Donc ouais, ça peut être important. Il faut pas le reproduire s'ils veulent accrocher un top 2 comme on en parlait tout à l'heure. C'est une question d'état d'esprit, je pense, à avoir, et je pense que Pierre Mignoni les a un peu bousculés quand même à la fin du match. Ouais, il les a bousculés, ou surtout soulagés. Au micro de Mathias Merlot, Pierre Mignoni, lui qui sait aussi que son équipe a du mal à faire partir ses matchs, ils les construisent. Là, c'est surtout en deuxième mi-temps que ça a pêché. Très content de l'entame du match. On a fait le plus dur en première mi-temps, presque, contre le vent, où c'était pas simple. On a creusé un bel écart, heureusement. Mais effectivement, la deuxième mi-temps, elle n'était pas au goût de nos espérances, et c'est évident. On a manqué de beaucoup de choses aujourd'hui. On n'a pas fait un bon match, on n'a pas fait un grand match. Mais bon, on a gagné. Croyez-moi, après des déconvenues, des défaites comme on a eu le dimanche dernier, rejouer à 6 jours face à cette belle équipe, c'était tout sauf un match facile. Basculer dans le positif après l'élimination en Champions Cup, peut-être le plus important pour ce rugby club toulonnais. Les enseignements donc à retenir, avec notamment en priorité la première victoire depuis le 4 janvier 2025 du Stade Rochelais face à Bayonne, 29-28.